Alors maintenant, on va y attaquer notre sujet qui s'intitule Vers la Troisième Guerre mondiale, avec un point d'interrogation, heureusement. On peut encore s'interroger aujourd'hui. Ceci étant, certains, comme le pape François, disaient la Troisième Guerre mondiale est engagée, mais par morceaux. C'est-à-dire que la planète ne participe pas entièrement, mais par certains endroits, il y a des guerres chaudes qui sont en cours. Donc, euh, voilà pour le thème. C'est un thème qui est d'actualité, et même d'une actualité brûlante aujourd'hui, depuis que Trump a été élu président des États-Unis et qu'il a commencé à annoncer des décisions qui ont tendance à bouleverser au moins l'économie mondiale. Donc, c'est un sujet d'une actualité relativement brûlante. Alors, nous avons décidé de le traiter en trois parties. Les origines, c'est multiple. Les engrenages, qui sont le développement de conflits. Et nous en arrivons à la troisième partie, les négociations. Alors, à titre d'information, ayant annoncé trois parties, on va en traiter quatre, puisque j'ai rajouté une quatrième partie qui n'est pas dans la présentation, dans l'annonce du plan en tout cas, qui s'intitule Trump et moi. Alors, qui est moi? Eh bien, c'est l'Elon Musk de Don Quichotte. Autrement dit, Sancho Panza. Euh, alors, pourquoi Sancho Panza? Parce que il y a des points communs entre Trump et Don Quichotte. On le verra tout à l'heure. Donc, voilà quatre parties. Nous en étions à la troisième, c'est-à-dire les négociations. Alors, pour introduire les négociations, je me suis un peu référé à Gérard Haraud, ancien ambassadeur, qui publie pas mal de livres en ce moment sur la négociation, sur la diplomatie. Et que dit-il? Pour faire un bon négociateur, eh bien, il faut tout d'abord avoir le souci de la psychologie de ses interlocuteurs. Que les négociations soient stratégiques, diplomatiques ou commerciales aussi, tout simplement. La première des choses, bien évidemment, c'est d'avoir le souci de connaître son interlocuteur, notamment que pense-t-il, comment fonctionne-t-il, de façon à pouvoir l'influencer, puisque bien sûr, c'est l'objectif, c'est de faire en sorte que l'interlocuteur fasse ce qu'on attend de lui. C'est ça une négociation réussie. Deuxième chose, pour un négociateur, un diplomate, c'est de ne pas oublier que ce qui va être déterminant, ce sont les rapports de force. Ça l'était, ça a toujours été dans la diplomatie depuis des millénaires, mais depuis que Trump est arrivé de nouveau à la Maison-Blanche, ça l'est encore davantage. Et malheureusement, ça va le devenir encore davantage dans les décennies qui viennent. Rapport de force. Troisième idée, c'est qu'un diplomate doit connaître l'histoire, parce que les événements qui surviennent sont bien sûr enracinés dans le passé, et pour bien les comprendre, il faut savoir d'où ils viennent, quels ont été dans le passé les rapports des différents acteurs qui jouent un rôle déterminant aujourd'hui. Et d'autre part, le, le présent n'est jamais que le passé de l'avenir qui se construit. Autrement dit, on peut essayer de deviner, de dessiner cet avenir à partir d'une bonne compréhension de la situation présente et bien sûr d'un bon choix des cheminements que l'on va emprunter pour réaliser les objectifs que l'on a retenus ensemble dans le cadre de sa communauté. Donc, voilà ce qu'il faut avoir présent à l'esprit pour parler de négociation. Alors, dans la négociation, nous avions déjà traité, euh, euh, disons, la vision de Trump, ses objectifs, euh, celle de l'Ukraine, et nous en étions à la Russie. Alors, on a traité des objectifs de la Russie,
Et bien sûr, tels qu'on peut les imaginer ou les déduire du comportement de Poutine, parce que Poutine a eu la prudence de ne pas annoncer ses buts de guerre, de façon à pouvoir signer une paix à tout moment en clamant victoire. Si on a l'imprudence d'annoncer ses buts de guerre, eh bien, tout le monde pourra constater qu'éventuellement on ne les a pas atteints, ce qui pourrait être néfaste pour l'exercice du pouvoir des gens en place. Quand on a eu la prudence de ne pas l'annoncer, on peut toujours clamer victoire, quelles que soient les conditions de l'accord. Alors, voilà pour les objectifs qu'on prête à Poutine, et nous en arrivions aux objectifs à court terme et à long terme. Alors, à court terme, il faut bien sûr essayer de mesurer l'efficacité des sanctions de l'Occident à l'égard de la Russie. Alors, c'est assez difficile et Poutine a eu à cœur de contourner les sanctions qu'il subissait, par exemple en vendant le gaz qu'il vendait plus aux Européens, aux Chinois. Aujourd'hui, il y a même un oléoduc qui est en cours de construction vers la Chine et qui devrait débiter vers la Chine tout ce que les Russes ne vendent plus aux Allemands. Mais malgré tout, euh, l'économie russe subit un certain contre-coup de la guerre qu'elle conduit. Elle a notamment orienté son économie vers une économie de guerre, ce qui bien sûr se fait au détriment des activités pacifiques. Disons qu'à tout le moins, il y a un affaiblissement de la Russie, un affaiblissement à la fois militaire et économique, mais qui n'est que temporaire, parce que la Russie espère, après ces hostilités, se refaire une santé assez rapidement. Et à court terme, le deuxième point à prendre en considération, c'est bien sûr ce qui se passe sur le terrain. Et vous le savez, disons que la Russie est bien installée sur les territoires ukrainiens qu'elle occupe, que ce soit la Crimée ou dans le Donbass. Eh bien, euh, la Russie entend rester sur ces territoires, même si elle n'a pas conquis intégralement les oblasts qu'elle occupe partiellement. Elle est installée et elle cherche même à progresser encore sur le territoire qui demeure ukrainien, mais elle le fait avec difficulté et au prix de pertes humaines importantes. Bon, ça ne semble pas peser lourdement dans l'esprit de Poutine, mais on en est quand même là. C'est une inversion par rapport à ce qui se passait en 2023. Vous vous rappelez, l'Ukraine avait lancé une contre-offensive, mais n'étant que partiellement armée par rapport à ce qu'elle souhaitait par l'Occident, elle n'a pas réussi sa contre-offensive. C'était un succès, mais pas le succès qu'attendait Zelensky à l'époque. Deuxième objectif à long terme cette fois-ci, ou sinon objectif conséquence, vous avez d'abord une séparation avec l'Europe. On coopérait beaucoup avec la Russie, et depuis c'est arrêté, on ne s'approvisionne plus auprès d'elle, disons, officiellement. Officieusement, on s'approvisionne beaucoup moins, parce que vous avez encore du gaz russe liquéfié qui arrive en Europe, mais à bord de bateaux qui ne sont pas russes, etc. Donc on fait semblant de ne pas le voir. Et disons quand même que l'approvisionnement avec la Russie, auprès de la Russie, a chuté considérablement. Et d'autre part, les Occidentaux ont dû abandonner beaucoup d'entreprises qu'ils avaient montées en Russie, et tout ça a été cédé dans de mauvaises conditions. Et puis, dernier point, les échanges commerciaux sont quasi nuls avec la Russie aujourd'hui. Donc, il y a une séparation d'avec l'Europe. Ceci étant, on voit bien que les Américains, dans la réconciliation qui est en cours avec la Russie, que les Américains entendent développer des relations commerciales avec la Russie,
et prendre la place éventuellement qui était celle de l'Europe. Donc là aussi, une sorte de compétition des Européens avec les Américains pour ne pas laisser les Américains établir un monopole de relations commerciales avec les Russes au détriment de ce que les Européens pourront faire ultérieurement. Deuxième conséquence, c'est un rapprochement avec la Chine. Et la Chine, effectivement, euh, devient le nouveau débouché de la Russie en substitution de l'Occident d'autrefois. Et les motivations du choix chinois sont assez évidentes. C'est d'abord l'hostilité à l'impérialisme américain, à l'expansionnisme de l'OTAN, expansionnisme de l'OTAN qui a continué, en tout cas en intention, malgré les mises en garde de Poutine en 2007 à Munich. Poutine avait dénoncé cette progression de l'OTAN dans les anciens pays soviétiques et jusqu'à la frontière d'ailleurs avec la Russie. Euh, mais les Chinois, ils ont des différends avec l'Occident, ont absolument besoin de l'Occident comme débouché, de leur économie, puisqu'ils ont fait le choix d'un modèle mercantiliste, c'est-à-dire que pour écouler leur production, qui est très importante, peut-être même disproportionnée par rapport aux besoins de l'économie mondiale, eh bien, il faut qu'ils vendent à tout prix au monde entier et naturellement à l'Occident, qui est le principal marché solvable de la planète. Alors, d'autre part, les Chinois rêvent toujours de récupérer Taïwan et ils ont pour ça besoin de bons rapports avec l'Occident. Mais celui-ci, pour l'instant, n'est pas prêt à laisser partir Taïwan. Donc, voilà ce que sont les objectifs et les conséquences à long terme de ce qui se passe actuellement en Russie. Le risque pour la Russie, bien sûr, c'est de devenir le vassal de la Chine, puisque vous avez une disproportion des forces en présence sur le plan démographique, 1,4 milliard d'un côté, 140 millions de l'autre, bien sûr, c'est disproportionné. Ceci étant, sur le plan militaire, la Russie dispose davantage de têtes nucléaires stratégiques, à peu près au même niveau que les États-Unis, alors que la Chine disposait d'autant de têtes nucléaires stratégiques que la France. Alors, disposait parce que maintenant, la Chine développe un effort important de production de l'huile nucléaire. Donc, voilà où nous en sommes. Bien sûr, ce qui se passe peut permettre à Poutine aussi éventuellement de retrouver un choix dans les relations avec l'Europe, mais pour cela, il faudrait que préalablement, il accepte au minimum un cessez-le-feu, voire un accord de paix en Ukraine. Voilà où nous en sommes à peu près dans les négociations avec la Russie, ou dans le prélude aux négociations. Alors maintenant, il nous reste à voir l'Europe. Alors, l'Europe s'est engagée dans l'affaire ukrainienne, je pense, euh, avec une opinion publique qui était, comme je l'ai dit précédemment, plus sensible aux tripes de Madame Michu qu'au cerveau de Kissinger. C'est-à-dire que c'est pas une démarche très rationnelle, bien préparée, ayant mesuré les forces en présence et les objectifs réalistes à poursuivre, c'est plutôt
sentiment de se porter au secours d'une démocratie attaquée par un pays dictatorial, autoritaire et sans motif légitime. C'est pour ça que les Occidentaux en général et les Européens en particulier, eh bien, ont cru que l'Ukraine était une démocratie comme les autres, un peu comme les démocraties de l'Europe occidentale. Alors qu'en fait, c'est pas tout à fait le cas, c'est même pas du tout le cas. L'Ukraine est un pays, un État récent, trentaine d'années, alors que la France, la Grande-Bretagne ont quand même des siècles d'existence antérieure, donc c'est beaucoup plus récent. Deuxièmement, c'est pas un État unitaire, pacifique, uni. Vous avez la moitié ouest, plus de la moitié, les deux tiers ouest de l'Ukraine qui ont subi une sorte de colonisation politique de la part de la Pologne et de la Lituanie. Donc, c'est plutôt l'Occident. Et l'autre partie, l'Est, qui est dominée par une culture russe depuis plusieurs siècles aussi. Et entre les deux parties, il y a eu des tensions à tel point qu'il y a une vingtaine d'années, eh bien, on a interdit en Ukraine l'usage du russe, alors que le russe est la langue maternelle de l'Est du pays, et d'autre part, c'est une langue qui est pratiquée aussi depuis la plus tendre enfance dans l'autre partie du pays. Il faut quand même avoir des tensions à l'intérieur du pays pour interdire une des deux langues nationales. C'était le cas. D'autre part, vous vous rappelez que à un certain moment du temps Yanukovych, le président ukrainien était de tendance russe marquée. Il a ensuite été remplacé par un président Timoshenko qui est plutôt tendance européenne. Donc le pays a basculé d'un sens dans un autre d'une façon, disons, assez contradictoire et assez rapide. Donc, l'Ukraine n'est pas cette démocratie libérale qu'on nous a présentée et qu'on nous a fait un peu trop aimer, de même qu'on nous a fait soutenir les objectifs de l'Ukraine de préserver l'intégralité du territoire, de repousser l'armée russe au-delà des frontières. Ce sont des objectifs qui semblent assez excessifs quand on voit la situation qui est celle de l'Ukraine depuis 3 ans. Donc, ce n'est pas une approche rationnelle et réaliste qu'a pratiquée l'Europe. Et à la limite, ce que Trump propose comme transaction ou comme abandon, ce serait un moyen pour les Européens d'abandonner le soutien à des objectifs irréalistes, aventureux, sans perdre la face. Hein. On pourrait dire tout simplement, eh bien, on se rallie à des positions de transaction qui sont réalistes, puisque c'est la condition d'un cessez-le-feu dans le pays. Par exemple, il faudra, je pense, abandonner la Crimée, peut-être à tout le moins abandonner une partie des territoires occupés par la Russie aujourd'hui. Bon, alors que si on avait négocié avant 2022, on aurait peut-être pu mettre en place un État fédéral en Ukraine qui aurait réservé une certaine autonomie de gestion politique dans le Donbass et à Louhansk. Et ce qu'on n'a pas su faire à l'époque, on n'a pas négocié à ce moment-là. Alors, il faudra voir aussi pour l'Europe dans les négociations qui sont à venir, c'est que l'Europe peut s'interroger pour essayer d'obtenir un accord de paix européen, puisqu'avec la guerre, tous les accords de paix européens, notamment négociés en 75, hein, l'Organisation de stabilité européenne, tout ça est à terre, et il serait éminemment souhaitable de signer de nouveaux accords avec la Russie
qui irait au-delà de l'Ukraine et rétablirait une paix sur l'ensemble de notre continent. Et à la limite, si on rêve un peu, c'est un peu prématuré, je pense, mais c'est que l'Europe pourrait devenir une sorte de puissance, parce qu'il faudra passer par cette étape, mais une puissance eurasienne. Hein, rappelons-nous, De Gaulle disait qu'il faut organiser l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. L'Oural, bien sûr, inclut toute la partie de la Russie qui est la plus peuplée. Au-delà, c'est la Sibérie, mais c'est peu peuplé. Donc, vous voyez, déjà, on a pensé à cette puissance eurasienne. Et si on voit maintenant les conséquences pour l'Europe à court et moyen terme, qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'il devient indispensable de constituer une défense européenne. Alors, pour savoir ce que pourrait être l'esquisse de cette dépense, on peut tout simplement se retourner vers la CED, la Communauté européenne de défense, qui a été mise en place dans les années 50, sur proposition de la France d'ailleurs de René Pleven. Et à l'époque, il faut se rappeler que la CED, donc les militaires, était chapeautée par une entité politique qui déjà s'appelait une CPE, c'est-à-dire une communauté politique européenne, puisque la guerre, les hostilités ne peuvent être conduites que par des politiques, des civils. En gros, la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier à des militaires. Je ne sais pas, un point de vue récent, ça a toujours été dans toute l'histoire comme ça que les choses se sont passées. Donc, nécessité d'une défense européenne. Alors, tout de suite se pose la question, l'Union européenne n'a pas vocation, quand on l'a constituée, à devenir une puissance politique et militaire. C'était simplement une organisation qui avait des objectifs économiques. Donc, certes, dans le traité de Maastricht, on a parlé d'une défense à construire. La question, c'est est-ce qu'on peut la construire dans le cadre de l'Union européenne à 27 aujourd'hui et peut-être à davantage demain, puisque compte tenu des candidatures en cours, on pourrait se retrouver à 35, etc. Ce n'est pas sûr. C'est pas sûr, puisqu'à 27, on a du mal à trouver des accords à l'unanimité. On voit bien, par exemple, que la Hongrie, Viktor Orban, de temps en temps, oppose son veto, par exemple, dans des livraisons de matériel à l'Ukraine. Ce qui serait plus réaliste, c'est de construire une entité à côté de l'Union européenne et avec moins de pays et des pays qui disposent de forces militaires importantes pour faire pièce éventuellement à la Russie. Donc, nous en sommes là, conséquence de la guerre en Ukraine, mais conséquence davantage du retour aux affaires de Trump, c'est une défense européenne. Parce que Trump a menacé plusieurs reprises, lors de son premier mandat et lors de sa dernière campagne, de sinon quitter l'OTAN, du moins que les États-Unis ne seraient pas engagés automatiquement dans une guerre qui pourrait concerner l'un des membres de l'OTAN, ce qui est contraire à l'article 5 du traité. Mais c'est quand même sa déclaration et son intention. Je pose donc vite une autre question. Si ce n'est plus l'Union européenne, bien sûr, il faut que les États prennent des initiatives pour constituer cette défense. Vous savez que Macron et le Premier ministre britannique ont procédé à des réunions de volontaires récemment, volontaires pour défendre un cessez-le-feu qui serait signé
avec l'Ukraine et la Russie. Mais bien sûr, ça nécessiterait quand même une coordination militaire simultanée. Troisième grand problème en matière de défense, c'est la dissuasion nucléaire. Pour continuer, on était à la dissuasion nucléaire. Vous savez que maintenant, dans l'Union européenne, il n'y a qu'un seul pays qui dispose de l'arme nucléaire, c'est la France. Et on élargit, eh bien, il y a la Grande-Bretagne aussi, mais la Grande-Bretagne n'est plus donc dans l'Union européenne. Et ceci pose une question, d'ailleurs Macron l'a posée, sans y répondre, alors que la réponse est quand même difficile et délicate. Et quels sont les pays qui seraient couverts par l'arme nucléaire française? Euh, bon, ça mérite des négociations, ce qui pose des problèmes dans les relations de la France avec ses partenaires, ce qui pose aussi des problèmes dans les relations avec la Russie, puis d'autres pays, mais notamment aujourd'hui essentiellement la Russie. Et grande question, l'arme nucléaire n'est efficace comme dissuasion que si l'adversaire potentiel considère que cette arme pourrait être utilisée effectivement. Donc il y a un problème de crédibilité. Et puis il y a un problème de puissance par rapport à la dimension de l'adversaire. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Simplement, quand on parlera de défense européenne, il est évident qu'on posera nécessairement ce problème nucléaire. Bon, en matière de défense, il faut quand même distinguer le soutien à l'Ukraine, où nous avons à l'intérieur des 27 des positions qui peuvent être un peu différentes, parce que tous les pays ne sont pas d'accord, par exemple la Hongrie. Et donc, le soutien à l'Ukraine, c'est une chose. La constitution d'une défense européenne en est une autre, avec moins de réticence que dans le soutien. Et enfin, se pose aussi le problème de garantie d'une force d'interposition qui pourrait suivre un cessez-le-feu en Ukraine, voire un traité. Voilà comment quels sont les problèmes que l'Ukraine pose à l'Europe. Alors, nous arrivons à la fin de cette séquence sur les négociations. La fin de cette séquence, c'est de savoir si on est face à une guerre longue et fractionnée, et non pas simplement à des hostilités qui pourraient s'arrêter prochainement par un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu a des chances d'intervenir. Alors, plus ou moins rapidement, il est évident que Poutine, face à l'attitude de Trump, fait traîner les choses pour faire monter les enchères. C'est une évidence. Si jamais un cessez-le-feu survient, je pense que tous ceux qui redoutent que la Russie n'attaque les pays baltes se trompent, puisque la Russie, après 3 ans de guerre en Ukraine, n'a conquis que 20% du territoire. Et que la Russie a quelques difficultés à recruter des troupes. Il y a quand même beaucoup de morts et de blessés, ce qui pose quand même quelques problèmes à l'intérieur du pays, à tel point qu'on a constaté que des soldats coréens étaient présents sur le champ de bataille. Y compris des Chinois d'ailleurs. C'est ce que tu viens de dire. Il semblerait, d'après les journalistes, qu'il n'y ait pas que des Coréens, des Chinois et peut-être des Iraniens. Enfin, on ne sait pas, mais ça souligne quand même qu'il y a un besoin du côté de la Russie. Et elle a subi aussi des pertes matérielles assez importantes, et son économie de guerre ne peut pas
reconstituer une armée redoutable très rapidement. Donc, à court terme, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, ce qui laisse à l'Europe un répit justement pour constituer sa défense. Mais elle a intérêt à le faire très vite, parce que la Russie va reconstituer ses forces quand même assez rapidement. Et si jamais ses ambitions sont des ambitions impériales, comme on peut le redouter sans en avoir la certitude, eh bien, il faut absolument que notre défense soit à la hauteur de la menace. Bon, donc, à court terme, je pense, c'est un point de vue personnel, mais étayé comme je viens de vous le dire, qu'il n'y a pas de risque, mais lorsque la Russie se sera refait une santé, le risque peut survenir de nouveau. Donc, euh, il faudra faire en sorte qu'on puisse y faire pièce. Alors, certains, comme Raymond Aron, disaient l'escalade est inévitable quand il y a des tensions. Alors, Renaud Girard dit non, et je pense plutôt comme Girard que ceci n'est pas inéluctable. C'est une question de négociation opportune et antérieure à toute reprise d'activité. Mais euh, la bonne parade, c'est quand même un équilibre des forces. C'est ce qu'on a toujours connu dans l'histoire. Et c'était, rappelez-vous, le jeu du Royaume-Uni pendant tout le 19e siècle, c'est de s'engager plutôt du côté de la coalition la plus faible, de façon à rétablir un équilibre, l'équilibre évitant de passer au stade du conflit. Donc, plutôt qu'un cessez-le-feu temporaire, il faudrait s'efforcer de construire une paix durable, euh, d'en imaginer les conditions et ensuite de les réaliser. Alors ça va notamment poser le problème de la crédibilité des garanties, si jamais un accord survient en Ukraine. Et vous savez que le Royaume-Uni et la France ont rassemblé des volontaires pour essayer de constituer une force d'interposition. Mais si cette force d'interposition est garantie par l'OTAN, sans que l'OTAN intervienne directement sur le terrain, elle a de bonnes chances d'être respectée par la Russie. Mais si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, il n'est pas du tout certain que l'armée européenne réduite, plus ou moins bien déployée géographiquement, pourrait être un rempart suffisant face aux ambitions russes qui pourraient renaître. Donc là, ça pose problème, d'une part, de garantie, on ne pourrait pas faire appliquer ce qui aurait été négocié, et d'autre part, c'est plus grave, de co-belligérance, parce que, bien évidemment, si les troupes françaises sur place sont décimées, voire anéanties par les Russes, on ne pourra pas rester sans réagir, et on serait, cette fois-ci, on serait dans une guerre véritable. Donc, il faut faire attention aux décisions qu'on va prendre prochainement. C'est pour ça tout à l'heure que je vous disais que le présent, c'est l'histoire, hein, de demain. Donc, en prenant des décisions aujourd'hui, on va construire l'avenir, la paix ou la guerre. Mais soyons clairs, l'Europe seule serait particulièrement vulnérable. En revanche, présence de l'OTAN, Poutine a déjà dit qu'il n'en voulait pas. Bien. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette présentation. Avant de conclure et d'entamer la quatrième partie, je vais vous passer la parole puisque vous souhaitiez pouvoir intervenir. Eh bien, c'est le moment ou jamais d'apporter des questions, des contestations, euh, enfin, liberté totale d'intervention. Alors, Eh bien, je veux bien intervenir. Tu as parlé tout à l'heure euh, de- d'éviter la guerre.
Moi, ça ne peut pas m'empêcher de penser à Munich, même si la répétition n'est pas garantie. Mais je me souviens, enfin, j'ai présent à l'esprit les paroles de Winston Churchill. Vous aviez à choisir entre le déshonneur et la guerre. Vous avez choisi le déshonneur, c'est-à-dire d'abandonner vos valeurs parce que vous aviez un peu peur, etc. Et vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. C'est-à-dire que ne pas s'engager, c'est peut-être ne pas s'engager pour reculer quelques années, d'accord, mais pas empêcher le problème. Alors que là, on a la possibilité de régler le problème de façon plus ferme en affirmant la position de l'Europe. Parce que on n'arrête pas de dire que l'Europe est un nain politique, certes, mais c'est quand même 450 millions d'habitants, c'est un marché énorme, et ni les États-Unis ni la Chine ne peuvent se passer de ce marché. Quant à nous, Européens, nous aurions tout intérêt, quoi qu'on en dise, selon moi, à intégrer l'Ukraine parce que c'est un nouveau marché pour nous. C'est aussi un moyen pour nous d'avoir un allié dans la reconquête à terme du continent africain. Quand je parle de reconquête, je parle de reconquête politique et économique. Oui. Alors, avant de rebondir, Madame, vous voulez intervenir? Euh, Attends, il faut ouvrir le micro si vous voulez intervenir. Ah oui, je cherche. Ouais, ouais. Alors, bon, merci pour votre présentation, mais je n'ai peut-être pas tout suivi d'une oreille très, très attentive, j'avoue. Mais c'était intéressant. Maintenant, je partage peut-être pas toutes vos positions, mais bon, j'ai cru entendre que vous parliez d'une UE avec moins de pays. Je ne sais pas si ça résoudrait vraiment quoi que ce soit au fonctionnement de l'Union européenne pour qu'elle soit un peu plus efficace, mais sinon, oui, constituer une défense européenne, je pense que c'est primordial. Et la présidence polonaise actuellement de l'UE s'attache effectivement à mettre en place cette défense européenne, ces questions de sécurité hein, face aux menaces qui peuvent arriver de l'Est. Et vous avez aussi évoqué bon, l'Ukraine, le cas de l'Ukraine. J'ai travaillé en Ukraine avec un programme européen pendant 3 ans. J'ai cru entendre que vous parliez de colonisation politique et économique par la Pologne et la Lituanie à l'ouest de l'Ukraine, mais je ne sais pas si c'est actuellement ou Non, non, si c'est pas c'était actuellement. passé. C'était passé. C'est le C'était passé, oui, lors... bien sûr. Oui, oui, bon, parce que j'ai eu un affreux doute. J'avais noté, donc je me suis dit, c'est pas depuis son indépendance, mais bon, dans Non, le non. passé, effectivement, parce que les frontières ont bougé. Et maintenant, bon, l'Ukraine, moi, je pense qu'il faut essayer quand même de respecter son intégrité territoriale, hein, parce que et fixer des frontières de façon plus pacifique, peut-être par des référendums, mais on n'est pas du tout parti pour ça. Mais ça, c'est peut-être utopique. Mais céder sous les attaques de Poutine, non, non, non. Euh, voilà, enfin, c'était juste quelques remarques par rapport à ce que j'ai entendu. Voilà. Oui. Je suis désolée hein, parce que je suis occupée aussi. Il y a on m'a appelé entre-temps et je pensais pas qu'on serait que trois là, parce que c'est vraiment la première fois que j'assiste à la conférence. Je pensais qu'on serait effectivement un peu plus nombreux. Non, Donc, non. je pourrais m'insérer discrètement, écouter et réécouter après si c'est sur YouTube. Mais voilà, bon, c'est de toute façon une question intéressante. Ça m'avait aussi le titre de la conférence vers une troisième guerre mondiale. Du coup, je me suis demandé ce que vous alliez nous raconter. Voilà, bon. Oui. Bon, ben, vous verrez la première partie dans l'enregistrement. Oui, oui. Euh, alors, alors, d'abord, je réponds à un point de fait. Lorsque j'ai parlé, il ne s'agit pas de réduire l'Union européenne. L'Union européenne est à 27, juridiquement, elle est constituée depuis longtemps. Euh, Il à y a la des pays limite, qui veulent la rejoindre.
il y a des pays qui veulent la rejoindre et il y en a même peut-être un peu plus qu'avant. Auparavant, il nous restait les Balkans, essentiellement, qui étaient en cours de négociation. J'oublie la Turquie volontairement pour un tas d'autres raisons. Et vous avez de nouveaux pays qui s'interrogent. Non seulement ils s'interrogent, mais ils sont venus annoncer à Bruxelles qu'ils essayeraient de rejoindre l'Union européenne. Il s'agit de l'Islande, de la Norvège, par exemple, et éventuellement du Groenland, hein, pour des raisons assez évidentes. Bon, donc, les 27 vont rester 27, et si jamais ça bouge, ce serait plutôt pour aller vers 35. En revanche, en ce qui concerne la défense européenne, nous avons un gros problème. Dans la défense, il faut pouvoir décider très rapidement. Et il ne faut pas qu'un pays puisse exercer un droit de veto. Or, actuellement, c'est ce qui se passe dans le cadre de l'Union européenne. C'est pour ça que, d'ailleurs, on l'a vu récemment dans les réunions qui ont eu lieu, ce serait sur la base du volontariat, et d'autre part, soyons clairs aussi, ce serait entre des grands États, des grandes puissances militaires déjà existantes, hein. Euh, euh, et ceci nous réoriente vers des propositions qui avaient été faites, notamment par Giscard d'Estaing dans Europa, c'est-à-dire une Europe avec des cercles concentriques. On pourrait tout à fait peut-être loger la défense européenne à l'intérieur d'une coopération renforcée, hein. Ce serait tout à fait possible. On l'a déjà fait pour l'euro d'ailleurs, puisque l'euro n'est pas adopté par tous les pays de l'Union européenne. Ben voilà, Il n'y en a que c'est un 20 sur précédent. 27, je crois, hein. Voilà, c'est un précédent qui indique ce que l'on pourrait faire. Mais là, il faudra nécessairement une capacité de décision rapide. Et si on reste dans le cadre de l'UE telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, quand on a des hommes sur le terrain qui risquent leur peau, on ne peut pas accepter des vétos de petits pays dans un coin. C'est absolument impossible. Bon, ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, vous rejoignez un peu, Guy a parlé de Munich. Bon, et vous dites qu'il faut défendre les frontières, l'intégrité du territoire ukrainien. Et, question, est-ce que ça dépend uniquement des Européens? Pensez-vous que la survie de l'Ukraine soit importante si les Américains ne livrent plus de matériel militaire, hein? L'Europe n'a pas la possibilité de se substituer aux États-Unis pour alimenter les Ukrainiens au niveau de leurs besoins. S'il n'y a pas d'États-Unis, eh bien, la survie de l'Ukraine ne sera pas très longue. C'est Trump qui détient toutes les clés, notamment du territoire ukrainien, et puis des autres demandes de Poutine. Poutine, pour l'instant, l'Ukraine, c'est la première armée en Europe. Il doit avoir 180 000 hommes, un truc comme ça, c'est la première armée en Europe. Et Poutine n'en veut plus. Si, dans le cadre d'un traité de paix, il voudrait que l'armée ukrainienne soit bigrement réduite pour ne pas être une menace pour la Russie, hein. Donc, ça fait partie des demandes de Poutine. Est-ce que l'Europe seule peut soutenir l'Ukraine? Elle peut la soutenir, mais est-ce que cette demande, ce maintien d'une puissance militaire prévaudra? Ça dépend essentiellement de Trump. C'est ça qu'il faut voir.
on peut afficher toutes les valeurs qu'on veut, on n'a pas les moyens de les défendre si les États-Unis ne sont pas à nos côtés. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, c'est ce que Trump a bien compris, et c'est pour ça qu'il fait la pression qu'il fait aujourd'hui. Alors, attendez, je ne vous vois plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous sommes toujours là, hein. Vous êtes Pas toujours là? d'inquiétude. Ah oui. Alors, je parle sans vous voir. Donc, voilà ce qui est important. Vous voyez que la défense de l'Ukraine, c'est pas simplement une volonté européenne. Non seulement il faut avoir une volonté, mais il faut avoir les moyens militaires de faire respecter cette volonté. L'Europe, sans les États-Unis, ne pourra pas défendre durablement l'Ukraine. C'est ça le problème. On n'a pas le choix entre Munich ou pas Munich. S'il n'y a pas les Américains, on peut défendre, mais ça veut dire que la sortie de la guerre, ce ne sera pas un cessez-le-feu négocié d'une façon équilibrée, euh, ce sera la Russie qui balayera l'Ukraine. Parce que Zelensky a bien compris que le temps travaillait contre l'Ukraine aujourd'hui. Alors, est-ce que vous souhaitez réagir? Moi, ayant une ascendance ukrainienne, vous comprenez bien que euh, j'ai un avis très tranché sur la question. Et puis, si je suis aujourd'hui engagé dans l'Europe, c'est parce que je suis contre la politique du plus fort. C'est-à-dire que nous sommes une civilisation européenne qui a des valeurs, et si elle veut les garder et les transmettre à ses enfants, elle doit s'engager. Le pire n'est jamais certain. Nous sommes quand même une nation de 450, enfin une équipe de 450 millions d'habitants, 27 pays, peut-être même si tous ne sont pas d'accord, nous avons quand même des gens qui sont capables de se battre pour des valeurs. Voilà. Et je pense que les valeurs, c'est pas que le CAC 40. Non, non, mais le problème, c'est pas une question de valeur. Toute l'Europe réunie, si elle se mobilise totalement pour fabriquer des obus, réussirait éventuellement à répondre à 2 mois de consommation de l'Ukraine. C'est pas des valeurs, c'est tout simplement de la production. On peut pas. Alors que la Russie reçoit des munitions de la part de la Corée et de la part de l'Iran, peut-être même de la Chine. Il semblerait qu'il y ait des livraisons discrètes, mais voilà. Et on est sur du matériel, sur du concret, sur de la stratégie, sur du militaire. C'est des généraux qui parlent, c'est pas des philosophes. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et Trump l'a bien vu quand il a interrompu les livraisons militaires à l'Ukraine. Il a bien compris qu'il avait un moyen de pression extraordinaire. Mais il a bien compris aussi que s'il continuait son embargo, eh bien, l'Ukraine allait tomber. C'est bien pour ça qu'il l'a rétabli. Parce qu'il veut pousser les Ukrainiens à négocier, Poutine aussi, mais s'il livre l'Ukraine pieds et poings liés sur un plateau à Poutine, la négociation ne sera pas du tout la même. Et lui-même perdrait d'ailleurs, serait beaucoup dans les sondages. Hein. Aux États-Unis, et il passerait pour une bille dans les relations internationales. C'est bien pour ça que, dans un premier temps, il a interrompu et qu'il a fait marche arrière après. Quand même, cette volte-face du président des États-Unis, pourquoi? Pourquoi? Il faut se poser la question. De même qu'il a fait des volte-face dans les droits de douane, pourquoi a-t-il fait ça? Il y a des raisons. Il y a des causes qui parlent très fort, qui sont très violentes. Et l'Europe n'a pas les moyens militaires. On peut le dire et on peut le faire. C'est le meilleur moyen d'assurer la fin de l'indépendance ukrainienne. On l'a vu dans les négociations. Haro, je vous l'ai dit tout à l'heure, deuxième point, ne pas oublier les rapports de force.
Nous sommes sur l'appréciation de rapports de force. On n'est pas sur des valeurs, on est sur des rapports de force. C'est ça le problème. Et on n'a pas les moyens de produire, d'avoir une économie de guerre très rapidement euh, pour soutenir l'Ukraine. C'est ça la grande difficulté. Bon, je vais devoir vous quitter et revenir parce que là, je vois plus rien. Et c'est quand même difficile pour poursuivre l'émission. Je repars et je vais revenir. Ah, ça y est, c'est formidable. Info contact. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai voulu quitter et puis d'un seul coup, tu es apparu. Une apparition, je crois à Lourdes. Bon, vous souhaitez répondre à cela ou on attaque la conclusion? Le mieux vaut mieux attaquer la conclusion puisqu'on est à 2 minutes et demie de la fin de cette deuxième séquence. Le temps passe vite et il nous faudra passer sur la troisième séquence. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, Une conclusion en 2 minutes. la conclusion en un peu plus de 2 minutes. On a quand même un petit peu de mou. On commence la conclusion, d'accord. Alors, en conclusion, je vais essayer d'identifier les perdants de la situation mondiale actuelle. Alors, le premier perdant, c'était, parce qu'il faut parler à un passé, c'était la Russie, avant l'arrivée de Trump. Bien sûr, on a constaté une erreur stratégique de Poutine. Il était parti pour une blitzkrieg, hein, quelques jours, pour mettre un- un président ukrainien qui soit compréhensif à l'égard de la Russie, et il s'est retrouvé dans une guerre d'usure. Donc ça, c'est quand même une contre-performance. D'autre part, il risque la vassalisation de la Russie par la Chine, et on peut dire que Poutine a sacrifié en quelque sorte l'intérêt à long terme de son pays, c'est de devenir vassal de la Chine, à son intérêt personnel, qui est de rester au pouvoir. C'est pour ça qu'il a, et à la satisfaction de ses ambitions, qui pourraient être aussi des ambitions partagées par l'ensemble du peuple russe. Et on voit là le danger des dictateurs qui sont plus belliqueux que les démocraties, parce que les démocraties ont du mal à s'envoyer elles-mêmes au combat. Donc la Russie était assez mal partie. Disons que sur le plan militaire, la situation s'est rétablie fin 2023 et puis 2024. Et puis, surtout, ce qui s'est passé, là, je ne résiste pas à vous lire quelques lignes d'un article de Varese qui dit que Donald Trump constitue une divine surprise pour la Russie et la Chine. La Russie était naufragée, cumulant l'effondrement démographique, appauvrissement d'une économie de guerre, épuisement financier, échec militaire en dépit des pertes humaines et matérielles gigantesques, vassalisation par la Chine. Donc c'était la situation. Et Poutine se voit offrir une victoire politique et diplomatique inespérée en Ukraine avec des négociations où moins Moscou cède et plus Washington concède. Trump réalise avec la désintégration de l'OTAN ce dont tous les dirigeants de l'URSS puis de la Russie ont rêvé en vain depuis Staline, laissant le champ libre aux ambitions impériales de Moscou. Donc, vous voyez, la Russie faisait partie des perdants, et avec l'arrivée de Trump et sa façon de négocier, il offre une victoire inespérée à Moscou. Deuxième perdant, c'est l'ordre mondial. L'ordre mondial qui était construit par les Américains depuis 1945. Donc cet ordre mondial, c'est l'ONU, c'est les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Et voilà que on va substituer à cet ordre ancien des rapports de force et de violence. Donc, deuxième perdant, l'ordre mondial. Les gagnants maintenant de cette situation,
Eh bien, le premier gagnant, c'est la Chine. C'est la Chine qui est la grande gagnante de cette querelle de famille, parce qu'elle va dominer la Russie. La nouvelle coalition mondiale, c'est-à-dire le Sud global, et elle est à l'origine d'une esquisse d'une nouvelle construction mondiale internationale en concurrence avec celle des Américains. Et puis, éventuellement, elle pourrait, si on conserve l'ordre américain, eh bien, développer son influence dans le cadre de l'ONU, par exemple, ou du Fonds monétaire international, ce qu'elle souhaite. Et notamment, la Chine doit présider, je crois, 5 ou 6 filiales de l'ONU. Donc, elle pèse davantage dans les institutions anciennes et puis elle essaie de constituer des institutions nouvelles, une nouvelle banque mondiale par exemple, ou bien l'Organisation de coopération de Shanghai, hein, ou encore les BRICS dont on a déjà parlé. Euh, Elle pourrait aussi vendre son apaisement dans les relations commerciales, alors que les États-Unis, qui autrefois les défendaient, sont en train de les détruire. Deuxième gagnant, les États-Unis. Les États-Unis euh, qui sont en train d'asservir l'Europe économiquement et aussi, c'est-il, militairement, et des États-Unis qui essaient de se réconcilier avec la Russie pour rétablir des relations économiques commerciales euh, avant que les Européens ne deviennent des concurrents, ne redeviennent des concurrents, puisque aujourd'hui ils sont exclus de tout rapport avec la Russie. Et bien sûr, se pose la question de l'Europe. Quid de l'Europe? Il faut dire que l'Europe, depuis sa constitution, n'a jamais eu comme but la puissance stratégique ou politique. Elle avait des objectifs essentiellement économiques. Et d'un seul coup, cette guerre sur son continent devient une sorte, non pas d'accélérateur de l'histoire, mais de retour dans l'histoire. L'Europe s'était réfugiée dans un rêve pacifique, la fin de l'histoire. Et puis, eh bien, voilà que on en finit de percevoir les dividendes de la paix, comme l'avait dit Fabius, et on se retrouve dans dans un monde violent. Euh, euh, donc, voilà, retour dans l'histoire pour l'Europe, nécessité de devenir une puissance, ce qu'elle ne souhaitait pas tellement. Elle l'avait dit dans le traité de Maastricht, mais on était loin de la réalisation, hein. Et euh, tout ceci constitue pour l'Europe une opportunité à saisir intelligemment, parce que c'est quand même particulièrement délicat le comportement à adopter entre la Russie et les États-Unis. Et on s'aperçoit d'ailleurs que l'Europe est rejointe par d'autres pays qui n'ont pas vocation à intégrer l'Union européenne, comme l'Islande, la Norvège, le Groenland, mais aussi le Japon ou l'Australie. Autrement dit, on a tendance à devenir le leader de substitution à partir du moment où les États-Unis eh bien, reviennent à l'isolationnisme, hein. On serait le leader de substitution. Donc on peut avoir un rôle à jouer, mais particulièrement délicat. Et il faut surtout se fixer des objectifs réalistes, c'est-à-dire qui soient à la portée des forces qu'on est susceptible d'aligner. Retour dans la réalité, nécessité de s'adapter avec intelligence à cette réalité qui est particulièrement délicate, s'orienter vers une Europe puissance, mais au passage,
voir l'impact négatif sur l'Europe avec les pertes économiques pour les Européens qui commerçaient beaucoup avec la Russie, qui ont perdu leurs investissements en Russie, et un soutien excessif à l'Ukraine, et surtout isolé. C'est ça la grande question, c'est isolé sans les États-Unis ne serait pas efficace et peut-être même contre-productif pour l'Ukraine. Il vaut mieux qu'elle négocie alors qu'elle est encore en position de force, plutôt que de poursuivre une guerre avec des moyens militaires insuffisants, ce qui permettrait à Poutine d'être en meilleures conditions pour imposer une paix plutôt que de la négocier le moment venu. Donc c'est ça quand même le contexte. Nous avons perdu aussi en compétitivité avec la disparition du gaz russe meilleur marché. Nous sommes face à des investissements importants dans la défense, ce qui va être difficile à faire. Et si jamais on réussit à le faire, eh bien, ça va diminuer la compétitivité de l'Europe. Les Américains dépensent déjà suffisamment pour la défense. Ils n'ont pas besoin d'augmenter leurs dépenses militaires, mais les Européens devront le faire au détriment de leur compétitivité. Donc, voilà ce qui est devant nous. Ce que l'on peut espérer, si on s'y prend bien, c'est de devenir une Europe-puissance d'une part, et d'autre part, de négocier eh bien, une sécurité européenne comme on l'avait fait dans le passé. Et en gros, il appartient à l'Europe maintenant de s'adapter à une situation post-guerre en Ukraine. Voilà pour cette partie sur la guerre mondiale. Alors, est-ce que vous souhaitez intervenir avant qu'on attaque Don Quichotte? Ben, pour ce qui me concerne, je pense que effectivement il y a une équation qui va être compliquée, c'est que nous en traiterons d'ailleurs lors de la prochaine conférence débat. Le sujet, ce sera les rapports Draghi et l'État comme concernant l'investissement nécessaire de l'UE. Ça veut dire qu'une part non négligeable de cet investissement déjà considérable devra être orientée vers la défense. Alors, Oui, bon, ça n'est pas totalement à coût maximum, puisque si les États-Unis sont une puissance militaire, c'est aussi parce qu'elles sont une puissance exportatrice de matériel militaire. Exemple en est que les Belges, qui pourtant sont bien dans la situation de l'Europe, viennent de confirmer l'achat de F-35, alors que les conditions politiques et économiques ne sont vraiment pas favorables à ce type de choix. Et que Trump a annoncé qu'il détenait néanmoins en plus les clés des F-35 si les gens n'étaient pas sages. Donc, euh, donc, le fait de constituer une défense européenne et une industrie européenne de défense, ça n'est pas que du coût, ça peut être aussi autre chose. euh, oui, disons que la condition principale de constitution d'une défense n'est pas économique, elle est essentiellement une question de volonté, une question politique. Et l'achat de matériel, il est évident que si les Européens achètent du matériel militaire aux États-Unis, c'est le rêve de Trump, bien évidemment. Sur le plan économique, ça va faire le bonheur des Américains. Et sur le plan politique, c'est asservir l'Europe. Hein, on parlait tout à l'heure des rapports de la Russie et de la Chine, vassalisation, et ben ce serait exactement la même chose en ce qui concerne l'Europe. C'est
le même problème. Bon, alors, on attaque ce portrait de Trump et moi par Sancho Panza. Alors, pourquoi avoir pensé à Sancho Panza, enfin surtout à Don Quichotte? Don Quichotte est surnommé le chevalier à la triste figure. Et de temps en temps, quand on regarde Trump, on constate qu'il a la figure un peu triste aussi. Alors peut-être que je ne sais pas ce qu'affiche cette mine. Peut-être une question de crédibilité. Bon, mais ce qui rapproche un peu les deux individus, c'est qu'ils ont des points communs. Trump voulait délivrer Dulcinée, donc sa bien-aimée, euh, de sorts qui lui avaient été lancés. Et on a l'impression que Trump est dans la même situation. Euh, Sa bien-aimée, bien sûr, c'est sa Dulcinée, disons, c'est son pays. Et son programme, c'est MAGA, hein, Make America Great Again, et non pas le MAGA tel qu'on le pratique à l'Assemblée nationale, ma gueule d'abord. Hein. Non, là, c'est le MAGA américain. Donc, et quel est le mauvais sort des États-Unis? Eh bien, c'est un mauvais sort à la fois politique et économique. Euh, donc, Trump souhaite mettre fin à ces deux mauvais sorts, notamment par l'isolationnisme. En fait, on constate que la politique de Trump, la politique étrangère, est dans la continuité de ses prédécesseurs immédiats, notamment Biden, Obama, c'est-à-dire un certain désengagement des affaires du monde. Bien sûr, ça va à l'encontre des néoconservateurs, hein, W. Bush, c'est le contraire. Mais il y a une continuité. Obama avait initié la politique pivot, c'est-à-dire de faire piloter le centre de gravité de la politique étrangère des États-Unis de l'Europe vers l'Asie. L'Asie, c'est là que vont se concentrer les nouveaux grands enjeux économiques et politiques du monde, et donc notamment le point d'application de la politique étrangère des États-Unis. Euh, alors, on va voir ces deux points, le triste sort politique et le triste sort économique, en tout cas les grands changements que Trump souhaite obtenir. Ceci étant, il faudra distinguer chez lui le verbe et l'action. Parce que vous savez que certains hommes politiques pratiquent beaucoup le verbe et beaucoup moins l'action. C'est un peu le cas de notre président, de Macron. Et Trump, eh bien, essaie de pratiquer les deux. Et disons que l'action donne de la crédibilité au verbe. Alors, sur le plan politique, eh bien, il y a une révision de la stratégie internationale des États-Unis qui est importante, colossale. Vous avez une sorte de retour à la politique étrangère américaine du 19e siècle, et même de la fin du 18e, au moment de sa constitution. Et on s'aperçoit que l'attitude de Trump est en rupture avec la politique de Wilson, hein, ce président pacifique qui a fait intervenir les États-Unis au cours de la Première Guerre mondiale et qui a participé à la négociation des accords de Versailles, mais qui n'a pas pu obtenir la ratification de ces accords par les États-Unis, qui de nouveau revenait à la politique antérieure et ne voulait pas participer à l'organisation et à la gestion du monde. C'est comme ça que les États-Unis n'ont pas participé à la SDN, à la Société des Nations. C'est la première organisation des Nations Unies post-Première Guerre mondiale. Hein. Ça a été refusé. Et là, les
les États-Unis sont en train de revenir à cette, disons, isolationnisme. Il constate, Trump constate qu'il n'est plus intéressant en termes de bénéfices d'entretenir l'ordre mondial. Ça demande trop d'argent sur le plan économique et trop d'hommes sur le plan militaire. Les États-Unis en sont arrivés à une surexposition impériale. C'est ce que dit Paul Kennedy, un historien. Donc, prise de conscience d'une sorte de surexposition impériale du fait de coûts financiers et humains, et en conséquence, retour à ce qui était la politique, disons, des États-Unis, de ne pas aller se faire coincer les doigts dans des conflits européens, de rester sur son continent, et on retrouve la doctrine de Monroe, 1820. Vous voyez, c'est un retour à une politique étrangère historique. Et ceci constitue un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'était l'attitude des États-Unis, notamment depuis 1945. Et les Américains, que font-ils alors que jusqu'à présent, avec les Européens, comme disait Guy tout à l'heure, ils défendaient des valeurs? Eh bien, voilà qu'ils défendent la stratégie de leurs adversaires d'hier, des autocraties que sont la Chine et la Russie, c'est-à-dire de définir des zones d'influence sans tenir compte des accords internationaux et des frontières internationales, notamment en faisant, comme la Russie en Ukraine, je veux une zone d'influence qui comportera le Groenland, le Canada, le canal de Panama. Vous voyez, Trump définit une zone d'influence comme ses adversaires dans le non-respect intégral du droit international. Ça constitue une révolution extraordinaire dans l'ordre du monde. Et en plus, il dénonce ses alliés, les Européens, comme d'affreux concurrents, des profiteurs qui font assurer leur défense par les Américains, ça c'est pas totalement faux, et qui n'ont constitué cette Union européenne que pour porter préjudice aux États-Unis. Voilà le style de déclaration. C'est un virage extraordinaire, 180 degrés, renversement des alliances, en expliquant que les alliés d'hier sont quasiment les concurrents, pour ne pas dire les ennemis d'aujourd'hui. Et les États-Unis, eh bien, font comme la Russie en matière de zone d'influence. La Russie qui dit que l'Ukraine fait tellement partie de la Russie, de sa culture, de son empire, puisque ce sont des frères, tellement frères d'ailleurs que comme Caïn et Abel, on s'entretue. Eh bien, la Russie, si on la laisse faire, pourrait avoir des ambitions impériales qui pourraient s'orienter vers la Moldavie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, etc. Mais une ambition à laquelle les États-Unis n'auraient plus l'intention de s'opposer, puisqu'ils développeraient des ambitions analogues et parallèles. Et l'Europe se retrouve isolée avec ses valeurs, comme disait Guy tout à l'heure. Et c'est là que se pose le problème. Comment défendre des valeurs? Mais il faut une force. Mais
nous avons simplement en face de nous que le reste du monde, hein, c'est-à-dire les États-Unis, les autocraties et le Sud global. Bon, on voit bien aussi donc en Russie la phobie obsidionale, le nécessaire glacis pour assurer sa sécurité, et ce qui conduit la Russie à demander le retrait de l'OTAN des pays limitrophes de la Russie. On voit que Poutine, en fonction de sa situation de force, demande que l'OTAN ne s'étende plus, voire quand il se sent en meilleure force, demande que l'OTAN recule. Vous voyez, il ajuste ses revendications, ses ambitions à sa puissance. C'est ça qui domine le monde aujourd'hui. L'Europe en serait aussi réduite à avoir des zones d'influence. Alors, ceci étant, ce serait moins une domination, une vassalisation qu'une adhésion par élargissement, ou bien par association. Donc, et on parle de l'ambition positive de l'Europe, mais il faut voir que l'Europe est aussi agressée, notamment la France, puisqu'en ce moment, vous avez des contestations des zones ultramarines. Hein. Et dans le même temps, on voit que l'Europe, je le disais tout à l'heure, est rejointe sur le plan de la politique internationale, voire de la politique de défense, par le Canada, le Japon, l'Australie, etc., qui ressentent bien la nécessité d'avoir un leader de l'ordre mondial croupion, c'est-à-dire finalement l'ordre qui s'appuie sur les institutions à l'américaine, l'ONU, etc., et que les Américains auraient tendance à déserter, notamment au niveau des financements. Alors, dans ces zones d'influence, nous avons bien sûr la Chine. La Chine qui veut prendre sa revanche sur le traité de Nankin qui a mis fin à la guerre de l'opium au XIXe siècle, hein, où finalement les Occidentaux ont imposé les ouvertures de ses frontières à la Chine. Euh, euh, mais la Chine a été euh, avantagée par l'adhésion à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et en fait, elle n'a pas respecté cette adhésion. Je fais référence bien évidemment au miracle chinois qui est dû à Deng Xiaoping, qui, à l'approche de son pouvoir, a été voir du côté de Singapour quelles étaient les recettes pour transformer une ville moyenne en capitale économique et financière internationale, et qui a transposé à son pays les recettes de Singapour. Mais à l'époque, il était dans la discrétion diplomatique et politique internationale, et surtout militaire. Et bien sûr, son successeur euh, euh, eh bien, exploite les succès de Deng Xiaoping, les succès économiques, le miracle économique, euh, euh, sans embarrasser de valeurs à respecter. Donc, voilà ce que recherche la Chine, avec toutefois une limite. D'une part, c'est de ne pas bloquer ces débouchés extérieurs, puisque compte tenu du choix du modèle économique de développement, euh, eh bien, il est dépendant des débouchés occidentaux. Et d'autre part, il souhaite bien sûr assurer sa zone d'influence en récupérant Taïwan et la mer de Chine.
comment les Américains qui pratiquent les mêmes ambitions que la Chine pourraient-ils s'opposer à ce que la Chine réalise des ambitions? Nous ne sommes plus dans un ordre international, nous sommes dans un gang international où les intérêts convergent. Nous assistons aussi à une révision des alliances avec les profiteurs qui doivent se prendre en charge, c'est-à-dire les Européens ne doivent plus compter sur les Américains pour assurer leur défense. Et on peut se souvenir de l'algarade de Vance à Munich, qui était humiliante pour les Européens, mais qui malheureusement était fondée sur le fond. À la fois, les Européens ne se prennent pas suffisamment en charge, et d'autre part, les Européens ne veulent pas voir les problèmes de l'immigration. Et c'est pour ça que Vance, avec son patron, Trump, soutiennent les partis d'extrême droite qui progressent en Europe. Et ils vont progresser si la sécession des élites, accompagnée d'un déni de réalité, continue. Donc, sur le plan politique, c'est un retour au XIXe siècle, un désengagement américain et une liberté, un terrain de jeu sans arbitre qui est livré à toutes les ambitions, notamment autocratiques. Sur le plan économique, bien sur le plan économique, Trump nous apporte la fin de la globalisation. La globalisation, c'est la mondialisation vue par les anglo-saxons. Cette globalisation dérégulée, parce que c'est ça le problème, elle aurait été régulée par quelques États ou instances internationales, les dégâts auraient été limités, mais la globalisation dérégulée s'est imposée depuis la chute du mur de Berlin, depuis l'intégration de la Chine dans les relations commerciales internationales, jusqu'à la guerre en Ukraine et l'élection de Trump. C'est la période historique où cette globalisation dérégulée s'est développée d'une façon très importante. Alors bien sûr, elle a sorti de la misère quantité d'individus, des sociétés sous-développées, mais il y a eu des conséquences économiques dans les pays développés qui font que ceux-ci, dont les États-Unis, n'ont plus souhaité que cette globalisation dérégulée se maintienne. Ça a été la désindustrialisation. Les États-Unis ont connu une désindustrialisation comme l'Europe, notamment la France. Ils ont connu une dépendance à l'égard de certains producteurs qui disposaient quasiment de monopole. Pendant la Covid, on a découvert que sur le plan des médicaments, nous étions, et des masques dans un premier temps, des médicaments dans un deuxième temps, très dépendants de la Chine, en tout cas de l'Asie. Cette désindustrialisation s'est traduite par moins d'innovation, parce que les innovations sont concentrées dans le domaine secondaire, peu dans le primaire, dans l'agriculture, il y en a un peu, et assez peu dans le tertiaire. D'ailleurs, la grande interrogation jusqu'à présent, ça va peut-être changer avec l'intelligence artificielle, c'était de dire on ne voit pas l'informatique dans le tertiaire. Elle ne se traduit pas par des gains de productivité évidents. C'était ça la grande surprise. Donc, moins d'innovation, réduction de compétitivité, quand on s'aperçoit que la compétitivité passe par l'industrie. C'est là qu'il y a de la compétitivité et de la productivité. La désindustrialisation des conséquences sur la productivité et la compétitivité. C'est à tout cela, à tous ces mots, que Trump a souhaité mettre fin. D'autre part,
vous avez aussi des conséquences sociologiques de la globalisation. L'appauvrissement des classes moyennes. Les classes moyennes, c'est la base politique, sociologique, politique des démocraties libérales. C'est pas neutre sur le plan politique. Vous avez aussi une explosion des inégalités, parce que la globalisation dérégulée s'est traduite par une financiarisation de l'économie. Autrefois, rappelez-vous le bouquin encore pas son nom, de l'ancien commissaire au plan, un commissaire au plan, il a retrouvé son nom, il disait capitalisme contre capitalisme. En gros, le bon capitalisme apaisant, c'est le capitalisme anglo-saxon, et des entreprises, disons, à dimension humaine, pas des grands groupes internationaux, où il y a des relations humaines qui existent à côté des relations commerciales, où les banquiers entretiennent des relations de proximité avec les entreprises. Et ça, c'est un capitalisme, je dirais, catholique, pour les catholiques de gauche, un capitalisme qui ressemble au gaullisme social, avec la participation aux résultats, au capital et aux décisions. C'est un peu ça. Mais ce capitalisme souhaité, eh bien, c'est pas celui qui va gagner. Celui qui gagne, c'est le capitalisme anglo-saxon, et notamment avec sa dérive financière, où ce qui compte, c'est le rendement du capital. Et vous voyez bien d'ailleurs dans les bourses, où la valorisation des entreprises se fait surtout dans le tertiaire, en fonction des bénéfices attendus du développement de réseaux sociaux, et non pas de production réalisée de voitures automobiles. Le profit n'est plus le résultat d'une activité réelle d'un passé récent, c'est l'anticipation de résultats à venir, probablement. Donc on est bien tout à fait dans l'économie casino, où les grands gagnants sont essentiellement les actionnaires. Lesquels les actionnaires provoquent une explosion des inégalités. Parce que compte tenu de la concurrence, les salaires sont maintenus, les perdants au niveau mondial, c'est plutôt les salariés, et les gagnants sont les actionnaires. Et bien sûr, les fortunes qui se constituent n'ont plus d'asymptote, en tout cas non plus celles du passé. Explosion des inégalités, appauvrissement des classes moyennes, sécession des élites. Je l'ai déjà développé, les élites ne veulent pas voir les réalités et ne veulent pas eh bien, assurer les sécurités et contenir les migrations. D'où les menaces sur la légitimité, parce que tout ceci a tendance à saboter la légitimité des institutions des démocraties libérales. C'est pour ça qu'elles sont menacées, qu'elles deviennent illibérales dans un premier temps de décadence. Mais ce n'est pas la fin de la décadence, ce n'est qu'une étape. Nous arrivons à la fin de l'universalisme cosmopolite. Et celui qui a mieux illustré ça, c'est le pape François, qui souhaitait que les hommes soient à leur place partout dans le monde et qui demandait aux Occidentaux, notamment aux Européens, d'accueillir toute la misère du monde. Donc, mais cette doctrine est aussi partagée par une partie des élites qui sont cosmopolites et qui quittent leur terre natale pour aller faire leur carrière et leur vie familiale ailleurs dans le monde. Et
ceux qui se sentent à l'aise partout sur la planète comprennent et acceptent tous les mouvements démographiques qui peuvent s'instaurer. Alors qu'un contrôle de l'immigration est nécessaire, et certains ont dit le pape François voulait qu'on respecte la personne humaine, mais il ne demandait pas qu'on respecte aussi les communautés de personnes. Et, bon, c'est ça que l'on veut aussi voir respecter, c'est la culture commune, historique, etc., à laquelle on appartient, et on souhaite que ses voisins pratiquent la même. Sur le plan économique, on arrive aussi à la fin de la responsabilité monétaire mondiale. Alors, ça, c'est un point important et qui n'est pas nouveau. Je me souviens quand j'étais étudiant, ça remonte déjà un certain temps, en économie, c'était la tarte à la crème, hein. Le déséquilibre de la balance des paiements des États-Unis qui alimente la monnaie mondiale, le dollar. Parce que pour que des Chinois puissent détenir des dollars, eh bien, il faut bien qu'il y ait un déséquilibre de la balance américaine. Il faut que des acteurs internationaux détiennent des dollars sans en demander la conversion. Alors, les États-Unis, par leur déficit de la balance commerciale, alimentent de longue date, depuis 1945 au moins, la liquidité monétaire internationale, parce que ça crée de la monnaie internationale. Et cette création résulte de déséquilibres multiples. On en parlera tout à l'heure. Alors, déjà, j'étais étudiant dans les années 60, des réformes avaient été proposées, d'une part, pour mettre fin au déséquilibre américain, pour maîtriser la quantité de dollars en circulation et pour éventuellement substituer à ce dollar une monnaie internationale autre, qui aurait pu à un certain moment être des DTS, des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international. Et je me souviens à l'époque que des réformes étaient proposées par Jacques Rueff, par exemple. Hein, vous vous rappelez le rapport Armand-Rueff qui a permis à De Gaulle de rétablir l'économie de la Ve République quand il est arrivé. Alors d'ailleurs, bon, Armand-Rueff, c'était Jacques Rueff et je crois que c'était Louis Armand, étaient deux polytechniciens, même génération. Et je me souviens d'une photo tous les deux avec leur bicorne de polytechniciens, l'épée au côté, qui était sur un scooter pour aller faire la fête. Polytechnique. Bon, l'autre grand réformateur, c'était Robert Triffin, un Belge qui était professeur aux États-Unis et qui avait analysé ces problèmes monétaires internationaux. Et il n'y avait pas que des... Alors, je me souviens qu'une conférence était prévue à Paris avec Robert Triffin. J'étais préparé en lisant ces bouquins à assister à la conférence. C'était en 1968. Je ne sais pas si vous voyez, mais la conférence n'a pas eu lieu. Alors, c'est bien dommage, mais Triffin était notamment le meilleur analyste du problème et sans doute celui qui avait fait les propositions les plus pertinentes. Ces propositions d'ailleurs qui n'ont été jamais mises en œuvre. Alors, des pressions ont été exercées aussi sur les Américains pour qu'il y ait moins de dollars en circulation. Je ne sais pas si vous savez, mais le dollar avait déclaré sa valeur en or en 1933, tiens, lors d'une crise mondiale déjà. Et c'était 35 dollars l'once. Déclaration officielle, 35 dollars l'once. Et c'était le taux de conversion du dollar en or, qui avait été maintenu au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, quelqu'un, Charles de Gaulle, a voulu faire pression sur les Américains pour que ceux-ci traitent ce problème de création de dollars d'une façon, lui semblait-il, excessive. Et il a demandé à la Banque de France de prendre ces dollars, puisqu'à l'époque,
il y avait des excédents commerciaux, et d'aller demander la conversion à la Fed, la conversion de ces dollars en or à Fort Knox, naturellement, au taux de 35 dollars l'once. Alors, ce que la Banque de France a fait, naturellement, ça posait des problèmes aux Américains, puisqu'au taux de 35 dollars, les dollars en circulation étaient bien plus importants, avaient une valeur bien supérieure au stock qui était à Fort Knox. Donc, dans un premier temps, les Américains ont réduit cette convertibilité en disant on ne convertit plus avec des lingots d'1 kilo, on ne convertit plus qu'avec des barres de 12 kilos. Mais pour une banque centrale, c'est pas effrayant, des barres de 12 kilos. Donc, les pressions ont continué jusqu'au moment où Nixon a suspendu la convertibilité du dollar en 1971. Donc, suspension de la convertibilité du dollar, parce que les dollars en circulation étaient bien plus nombreux que la valeur du stock d'or. Donc, plus de conversion à taux fixe. Ceci a entraîné aussi une disparition des changes à taux fixe entre les différentes devises. Le franc français pouvait s'échanger à taux fixe, enfin, à taux fixe avec une marge de fluctuation, mais très limitée. Et nous sommes entrés dans l'échange flottant. Échange flottant, ce qui a permis un endettement croissant des États-Unis, ce qui, alors bien sûr, il a fallu trouver des détenteurs de dollars volontaires. Eux, ils s'en est trouvé puisque le dollar était une monnaie qui avait une capacité d'être acceptée sur le plan international et en contrepartie de n'importe quelle marchandise, y compris les marchandises les plus stratégiques comme le pétrole. Hein. La contrepartie, c'est que les États-Unis se sont trouvés, du fait de leur déficit cumulé, avec un endettement très important. Alors nous, on pleure parce qu'on a un endettement de 3 000 milliards d'euros. 3 300 milliards. Les États-Unis sont à plus de 33 000. Vous voyez, c'est quand même colossal. Bon, et leur principal créancier, c'est la Chine. Alors, ce cumul présente une vulnérabilité à la confiance dans le dollar. Tant que tout le monde a confiance dans le dollar, il n'y a pas de problème. Mais si jamais les créanciers perdent confiance dans le dollar, pas compliqué, Trump abandonne les 25%. C'est pour ça qu'il a abandonné ces 25%. Tout simplement parce que les souscripteurs d'obligations américaines ont demandé des taux plus élevés aux Américains. Et donc, Trump a compris ce qui allait se passer et il a accordé un délai de 90 jours, etc. Vous voyez bien que c'est lui-même qui a sapé la confiance que sa monnaie inspirait. Et c'est pour éviter les inconvénients de cette perte de confiance qu'il a renoncé à son augmentation. À titre d'information, le prix de l'once d'or qui était de 35 dollars en 1933, maintenu au lendemain de la guerre, aujourd'hui c'est plus de 3000. J'ai vu récemment 3500. Moi j'avais noté 3099, mais j'ai vu 2-3 jours après 3500 dollars. Voilà où on en est. Donc vous voyez les rapports entre le stock d'or et la valeur du dollar. Alors cette politique qui veut mettre fin à l'alimentation de la monnaie mondiale par la création de dollars, eh bien, elle passe par un rééquilibrage des balances commerciales. Bon, avec tout ce que Trump a annoncé, rééquilibrage des balances commerciales. Ce qui pourrait être un exemple à suivre pour la France. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut distinguer le discours des actes. Trump a un discours, mais vous avez les actes qui suivent. Alors, ils sont un peu brouillons, ils sont excessifs et ils sont mal étudiés, mais les actes ont tendance à suivre. Il faudra aussi rééquilibrer les finances publiques américaines. Parce que comme en France, ils sont en déficit.
Et à la différence de la France, vous avez Elon Musk et une scie mécanique à la main. Euh, a priori, notre Premier ministre n'a pas de scie mécanique à la main. Et si jamais il en avait une, je suis pas sûr qu'il sache s'en servir. C'est une différence quand même. Vous avez la cure d'amaigrissement de l'État qui a commencé. On licencie les fonctionnaires à tour de bras, y compris des fonctionnaires qui sont indispensables et qu'il faut recruter après, ou bien substituer à l'offre publique une offre privée de même nature et plus coûteuse. Bon. Mais ça, ce sont les excès de notre président. Quand je dis notre, président américain. Alors, voilà les grands changements politiques, économiques qui interviennent du fait de Trump. Mais on retrouve son côté Don Quichotte avec des excès. Alors, des excès de forme. Certains ont dit, il est là pour semer la discorde, récolter la confusion, capitaliser sur le chaos. Vous voyez, ça définit quand même assez bien le comportement de ce président. Vous avez aussi une politique spectacle. Politique spectacle en permanence, aussi bien dans le bureau ovale, ça n'a jamais été aussi guignolesque avec Elon Musk, ses gamins sur les épaules. Enfin, on est bien dans la politique spectacle. Mais ça ressemble à la charge de Don Quichotte sur les moulins à vent. Alors, moulin à vent, ça veut dire qu'on désigne son adversaire, ce sont les moulins à vent. Trump désigne son adversaire, c'est les Européens. On est bien dans le guignol. Mais ceci, en excès de forme, constitue une démolition démocratique. Démolition démocratique avec l'encouragement des extrêmes droites en Europe, démolition démocratique en traitant les démocraties libérales d'ennemis des États-Unis. Bon, manifestement, on voit des excès. Même chose, donc ça c'est sur la forme, même chose en matière de stratégie. L'Europe est un ennemi qu'il faut affaiblir. Et ils accordent, les Américains, une faible reconnaissance à ses représentants. Ursula von der Leyen n'a pas été reçue aux États-Unis, par exemple, dans sa dernière visite. Vous avez des choses comme ça, un tas de vexations qui sont pratiquées par les Américains. Et d'autre part, ils sont en train de provoquer une division de l'Occident. Hein, alors que la guerre en Ukraine, dans un premier temps, du temps de Biden, avait provoqué ce que tout le monde, tous les journalistes titraient une réconciliation de l'Occident. Vous voyez les Américains, les Européens unis dans un même combat, et là, exactement l'inverse. Quelle opportunité, franchement, pour la Russie et la Chine, et quel malheur pour l'Europe. Et ceci, alors qu'un protectionnisme civilisationnel serait pertinent, parce que l'Occident, qui a dominé le monde, est devenu l'adversaire du Sud global qui a une revanche à prendre. Tous les pays du monde ont une revanche à prendre sur ces arrogants occidentaux. Et la division de l'Occident va leur offrir l'opportunité de prendre cette revanche. Et si on extrapole les évolutions démographiques, l'Occident sera de moins en moins nombreux face à un reste du monde de plus en plus important. Nous sommes en voie de marginalisation à la fois culturelle et démographique, et donc vraisemblablement technologique et économique. Les Américains ne veulent plus d'alliés, ils ont que des obligés ou des victimes. Si les Européens vont acheter les avions américains, les armes américaines, ça va se renforcer. On sera des obligés, on ne sera plus des alliés.
Ils ont renoncé donc à défendre leur mondial de 45, renoncé au rôle d'hyperpuissance dominant. Alors, le constat qu'on peut faire, c'est que Trump a des intuitions pertinentes, comme il avait eu lors du premier mandat en désignant la Chine comme, disons, un profiteur qui ne respecte pas les règles du jeu de l'OMC au détriment de l'Occident. Il a eu raison de le dire. Là, il a des observations pertinentes sur les déséquilibres américains qui ne sont pas supportables, sur le rôle excessif du dollar. Ceci étant, ces intuitions pertinentes ne sont pas accompagnées par des actions elles-mêmes pertinentes, mais sont plutôt brouillonnes et brutales. Et ça menace de fait la survie de l'Occident au bénéfice du Sud global dont je parlais tout à l'heure, qui est très ambitieux. Bon, il va falloir pour nous adapter à ce nouveau monde qui est profondément différent du précédent et qui n'est encore que dans une prime jeunesse. C'est-à-dire on n'a pas vu les conséquences de tout ce que l'on vient d'annoncer. On n'en est qu'au début. Donc, Guy parlait tout à l'heure du financement de la défense européenne. Ça va faire mal. On verra ça la prochaine fois. Et on s'aperçoit que le monde démocratique privé de leaders ne pourra compter que sur l'Europe. C'est pour ça que le Canada, l'Australie, le Japon se rapprochent de l'Europe. Il faut un leader de substitution. Ceci étant, ce leader de substitution n'a pas encore de volonté politique. Et en plus de la volonté, ou pour que cette volonté se manifeste, il faudra une incarnation. Kissinger qui disait l'Europe, quel numéro de téléphone. Incarnation dans un numéro de téléphone, si vous voulez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est assez clair. Bien, la conclusion, c'est que depuis plusieurs siècles, Don Quichotte n'a pas fini de faire rire l'Europe. Un souhait qu'on peut avoir, c'est que Trump n'en finisse pas de faire pleurer l'Europe sur les conséquences de la politique qu'il est en train de mener en ce moment. Voilà ma conclusion. À vous. Merci Jacques. Si je me permets un commentaire, il y a effectivement un jeu de tirage de barbichette entre les États-Unis et la Chine. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, la Chine est le plus gros détenteur de devises américaines. Mais ce que fait la Chine pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est d'investir massivement dans ses infrastructures. D'ailleurs, on le voit sur les réseaux sociaux, les déploiements de TGV dans tous les sens, de lancement d'infrastructures routières, etc. C'est-à-dire que pour s'équiper, la Chine utilise un dollar qui ne vaut même pas le poids de son papier en faisant des achats de technologies, y compris dans le reste du monde, pour s'équiper. Et quand elle jugera qu'elle s'est suffisamment équipée et qu'elle a le pouvoir de se passer de la technologie européenne ou occidentale, eh bien, elle rendra massivement ses dollars à Trump ou elle menacera de le faire, ce qui mettra les États-Unis dans une très mauvaise posture. Voilà ce que je pense. Oui, bien. Vous souhaitez intervenir aussi? Attention au micro. Ouais, 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 ouais. Non, mais je rejoins Guy, effectivement, sur ses dernières remarques, et puis vos remarques aussi hein, sur la fin de l'universalisme et la montée de l'illibéralisme. C'est vrai Oui, on le voit hein, depuis quelques années là. Et j'ai bien aimé hein, la comparaison aussi avec Don Quichotte et Sancho Panza. Et vos dernières remarques, hein, en espérant que l'Union européenne puisse effectivement jouer un rôle dans ce nouveau monde en formation. Donc, en, en restant un pilier de la démocratie par rapport à d'autres, démocratie libérale, donc, et qu'on ne soit pas opposé au Sud global complètement,
c'est vrai qu'on est en train de se marginaliser au point de vue démocratique. On va espérer qu'au point de vue culturel, non, puisque l'Europe est aussi hors de l'Europe, euh, de par toute cette période de colonisation. Mais bon, euh, voilà, et qu'on espère quand même rester performant sur le plan technologique, scientifique et économique, hein, malgré Oui. tout, pour finir sur une note optimiste. Et Alors, qu'on n'allait pas vers la Troisième Guerre mondiale, parce que c'est ce que j'attendais. Mais ma curiosité en écoutant, c'était votre conférence, c'était comment vous alliez présenter cette question, Troisième Guerre mondiale, point d'interrogation. oui, vous avez vu, il y a la guerre au présent, je n'y crois pas. En revanche, il peut y avoir une renaissance dans quelques années. Tout dépend de la façon dont l'Europe va gérer cette affaire, hein. D'autant qu'il y a un point que je n'ai pas souligné cette fois-ci, il y a les ambitions russes, c'est vrai, mais de l'autre côté, vous avez la haine des Ukrainiens vis-à-vis de la Russie, compte tenu de ce qui s'est passé récemment. Vous avez aussi une Ukraine qui est assez déséquilibrée sur le plan politique. Plusieurs personnes, Poutine, Trump, veulent la peau de Zelensky. Qui va le remplacer? Vous n'avez pas d'équilibre interne qui existe encore. Si jamais on réduit à peu de choses l'armée ukrainienne, vous allez avoir un contentieux du côté des Ukrainiens qui va être colossal. Donc, des conflits peuvent renaître d'ici quelques années, hein. Donc, à court terme, je ne pense pas qu'il y ait trop de problèmes, mais à moyen terme, il y a des risques. Si on revient sur vos interventions, je commence par vous-même, donc la dernière intervention, le Sud global. Le Sud global est une menace potentielle. Elle n'est pas encore concrète puisqu'il y a beaucoup de diversité. Donc, le fait que la menace se concrétisera peut-être pas nécessairement, c'est la diversité. Est-ce qu'elle va se maintenir? Ou est-ce que les forces de rapprochement vont effectivement rapprocher les intérêts des pays concernés? Là, il y a un point d'interrogation. Euh, il y a aussi une stratégie de l'Occident. Il faut que l'Occident n'accepte pas de traiter avec le Sud global au travers de ses institutions, mais fasse du bilatéral, de façon à diviser. Il faut qu'on ait vis-à-vis du Sud global la même attitude que Trump vis-à-vis de l'Europe. Il faut diviser ceux qui sont en face. On aura l'intelligence de le faire. Point d'interrogation. Maintenant, si on revient à ce que disait Guy sur la Chine. Premier point d'interrogation sur les détentions de dollars par les Chinois. Les Chinois n'ont pas intérêt à provoquer la baisse du dollar. Ils s'appauvriraient. Ils sont quand même pas stupides à ce point-là. On peut faire pression sur les États-Unis sans provoquer une chute du dollar, ce qui serait contraire à leurs intérêts parce que ils détiennent énormément de dollars. Ceci étant, ça ne les empêche pas de les utiliser pour faire pression. Quand le taux d'intérêt des obligations américaines ont monté, ça a dépendu aussi des Chinois qui ont vendu des obligations américaines pour faire monter les taux. Ils n'étaient pas neutres dans cette affaire. Ils ont joué ce jeu-là, bien évidemment, mais d'une façon limitée. Faire pression sans se ruiner, hein. Faut faire attention. Et d'autre part, les Chinois sont quand même confrontés à des problèmes. Ils ont un problème démographique, alors pas immédiatement, mais euh, ce jeune pays, c'est une EHPAD en puissance, ou un EHPAD en puissance. Ils ont déjà ce problème de population qui a commencé à diminuer. Et surtout, vous avez à voir ce déséquilibre, disons, le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population qui réduit la population active et qui ne permet plus, dans le rapport population active, population inactive, d'assurer les retraites de ceux qui sont à la retraite. Donc, ils ont ce problème devant eux. Ils ont un problème de dépendance à l'égard de leurs exportations. Parce que malgré tout ce qu'ils ont fait, ce que Guy annonçait tout à l'heure, ils ne sont pas capables de substituer une demande interne à une nécessaire exportation. C'est ça leur problème. Ils n'y réussissent pas. Ils ont quand même fait une faillite immobilière colossale. On ne le voit pas beaucoup, mais
ils ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Et notamment, depuis le renforcement de la mainmise du Parti communiste chinois sur les entreprises. Ils n'ont pas fait d'économie, quoi, hein, ils ne savent pas gérer les boîtes. Donc, ça augmente les problèmes plutôt que de les résoudre. Donc, la Chine est confrontée à des problèmes internes importants et reste très dépendante des débouchés extérieurs, avec une conséquence pour l'Europe, c'est que l'Europe devienne le débouché de substitution des exportations chinoises qui pourront plus aller aux États-Unis. C'est ça ce que l'on redoute en ce moment. Donc, c'est pour revenir sur ce que Guy disait tout à l'heure, la liberté des Chinois n'est pas si grande que ça. Et vous avez notamment des fenêtres d'intervention qui vont se refermer bientôt et qu'il faut utiliser rapidement à présent. Bon, je vais m'arrêter là, mais c'est pour en même temps rassurer un peu sur la marge de manœuvre des Chinois qui n'est pas aussi importante que Xi Jinping parfois le dit. Donc, vous voyez, une très grande interdépendance et à la limite, ce qui serait souhaitable, c'est que ces différents acteurs aient conscience de cette interdépendance et essaient de la gérer ensemble. Mais le comportement de Trump, il va tout à fait dans leur sens, dans leur camp, au détriment d'une approche équilibrée euh, sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan moral de l'Europe. Et nous allons rester le dernier bastion respectable, si je puis dire, sur cette planète. Alors, on pourra s'en féliciter, c'est quand même assez dangereux et ça mériterait qu'il y ait des efforts pour trouver des solutions communes acceptables. Donc, il faut de l'imagination et une capacité diplomatique importante et malgré tout préservée ou crédibilisée par un développement d'une force qui a du mal à apparaître en Europe. Voilà, arrête dessus. Merci Jacques. Donc le prochain débat sera animé par Bruno Rossignol, qui est un ex-responsable de la BCE, et donc qui nous parlera des plans Draghi et l'État. À Bien, bientôt et au bonne soirée. revoir. Merci, bonne soirée.